Ivoiro-Libanais né au Libéria en 1978, il quitte Monrovia pour venir en Côte d'Ivoire suite à la guerre. Adjamé, Beyrouth, Dakar entre 1980 et 2021, découvrant ensemble ce portrait édifiant et le tout en 10 minutes chrono. Bonjour et bienvenue Hicham sur le plateau de Sawa. Bonjour. On espère que vous êtes très heureux d'être là. Oui, bien sûr. Nous de même. Enchanté, je veux dire. Donc, vous êtes né au Libéria et vous arrivez en Côte d'Ivoire en 1980 suite à la guerre. Oui. Vous vous installez d'abord à Adjamé jusqu'en 1986. Moi, j'aimerais bien que vous nous décriviez Adjamé à cette période-là, par rapport à la situation géographique, à l'espace, à la population. Est-ce que c'était pareil, le Adjamé d'il y a 10, 15 ans et le Adjamé de maintenant? Non, pas du tout, parce que Adjamé, avant, le boulevard Nangui à Brobois, c'était un boulevard qui était vivant, pas vivant comme aujourd'hui par les étalats de tables, des commerçants un peu partout. C'était plutôt les touristes qui se baladaient. Il y avait plein d'exposants artisanaux qui étaient là, qui vendaient des pagnes, des tam-tams. Il y avait, on voyait les Français, des Italiens, des Blancs. Et par rapport à la sécurité, c'était sécurité? La sécurité, il y avait énormément de sécurité parce que nous, à l'époque, bon, étant petit, nos parents ne s'inquiétaient pas du tout. Moi, à l'âge de 5-6 ans, je partais me balader dans tout Adjamé et je revenais à la maison sans problème. C'était le bon avec des temps. amis, oui. Il y avait un vrai brassage ethnique, il n'y avait pas de différence. Donc, moi, je ne connaissais pas ce que c'était blanc, noir, libanais, ivoirien. Parce qu'on mangeait le pain brochette à 15 h chez le gars en bas de la maison. À 16 h, on partait chez la dame, la tantie, pour manger la loco igname. C'était nous tous, on se réunissait, tous les jeunes se réunissaient quand les vendeurs partaient, ils laissaient leur table, on venait, on s'installait sur des tables et on commandait notre loco igname et on mangeait. Franchement, j'ai trop envie d'être à cette période-là. Et il y avait la mairie aussi qui avait un petit terrain de football juste derrière où on partait, on jouait au football, où nos grands frères jouaient au football, nous on les regardait. Et voilà, c'était vraiment une très très belle période. Et ensuite, je regrette dans ma vie parce que bon, on ne connaît pas les bonnes valeurs que lorsqu'on les a perdues. Je suis totalement d'accord. Donc, en 1986, vous partez pour le Liban pour apprendre l'arabe pendant 8 ans. Et comment vous sentez quand vous découvrez le Liban, quand vous arrivez à première vue? Qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez, déjà, moi, en 86, quand j'arrive, le Liban n'était pas encore complètement sorti de la guerre. Ça se voyait par les infrastructures, les armes. Je voyais des armes partout. Je me sentais vraiment étranger, j'étais perdu. Étranger dans votre propre pays? Oui, parce que ma mère et mon père et mes grands frères étaient restés là. Et j'étais allé retrouver ma petite sœur qui était déjà au Liban. Donc j'ai vécu chez mes grands-parents pendant 2 ans, avant que ma mère ne nous retrouve. Et j'étais étranger parce que pour eux, compte tenu que je ne parlais pas la langue, ils m'appelaient l'Africain. Oui, toi tu es l'Africain, j'étais tout le temps mise à l'écart, un peu exclu. Donc heureusement que mes cousins étaient là. Bon, j'en avais plein que j'ai connus à l'époque et qui m'ont beaucoup aidé à m'intégrer. Surtout, j'ai eu la facilité de parler la langue parce que personne ne parlait le français. Donc comment j'ai fait pour comprendre, ça je ne sais pas. Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est naturel, hein. Voilà. Au fil du temps. Après, l'école, c'est trilingue. C'est d'office, 2 langues d'office. C'est soit français, arabe, soit anglais, arabe. Et après, la troisième, c'est ou le français ou l'anglais. Mais c'est super, ça ouvre des portes. Hein. En 1994, vous revenez en Côte d'Ivoire. Est-ce que pour vous, le pays, plus particulièrement Abidjan, a changé en ce petit espace de temps-là? Oui, il a changé. En 1994, je suis revenu à Adjamé parce que mes frères étaient là. Je suis revenu et ça avait vraiment changé. Ça avait vachement changé. C'était surpeuplé. Il y avait beaucoup plus d'étrangers. C'était plus l'Adjamé qu'on connaissait avant. Mais encore là, il y avait encore la sécurité. Encore là, ça allait un peu dans les années 90. Oui, effectivement, il n'y avait pas... On ne pouvait pas rencontrer les problèmes
comme aujourd'hui on peut le voir. C'était bien. C'était bien, il y avait la sécurité, on n'entendait pas les braquages, il n'y avait pas de tout ça. Malheureusement, vous avez été contraint de stopper les études en classe de 4e pour pouvoir aider financièrement votre famille. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être responsabilisé aussitôt? Et comment vous avez fait pour trouver un job pour subvenir aux besoins de votre famille? Écoutez, bon, ce sont les situations auxquelles on est exposé, on ne peut pas échapper. Mon père, quand il m'a demandé de voir si je veux continuer mes études ou si je veux repartir à Abidjan, moi, je préfère repartir à Abidjan. Sinon, je préfère repartir à Abidjan pour travailler, au moins pour pouvoir aider la famille. Alors, je l'ai annoncé en intro, votre parcours est très édifiant. On parle aujourd'hui d'entrepreneuriat et c'est beaucoup à la mode et je pense que vous êtes très bien placé pour en parler. Vous avez eu à créer de nombreuses entreprises, plusieurs business, certains qui ont marché, d'autres pas. Donc aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que vous auriez mieux fait ou qu'est-ce que vous n'auriez pas fait pour que vos business prennent? Déjà, j'aurais pris le temps. J'aurais pris le temps de bien faire les choses et surtout pour me lancer seul parce que les sociétés que j'ai créées qui n'ont pas marché, la plupart du temps, c'était des associations. Et je déconseille les gens, surtout les jeunes qui sont très ambitieux. Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens, ils peuvent continuer à travailler en tant que salariés, économiser, prendre plus de temps, mais arriver sûrement à l'objectif auquel ils se sont fixés. En fait. L'objectif qu'ils se sont fixés. Pourquoi? Parce que quand vous êtes associé, c'est différent. Surtout quand votre associé n'est pas dans le domaine dans lequel vous êtes, là, c'est encore plus compliqué. Donc moi, c'est ce que je regrette, c'est de m'être associé avec des gens qui n'étaient pas du métier et qui voyaient les choses différemment. Alors que quand on a sa propre société, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, que à soi-même, bien sûr, mais il va falloir se battre pour pouvoir gagner son salaire, d'où sa vie. Et c'est là, c'est un challenge. Et finalement, votre persévérance a payé. Vous avez réussi à mettre sur place une entreprise viable dont vous parliez tout à l'heure au Sénégal, du nom de Maïali. Oui. C'est ça, les prénoms de vos 2 enfants. De mes 2 enfants. Donc, dites-nous en plus. Comment vous avez commencé? Comment vous est venue l'idée déjà? Et en quoi est-ce que l'entreprise est spécialisée? Et vous êtes à Dakar maintenant, c'est ça, non? Oui. Et comment vous avez pris la décision de partir finalement? Écoutez, ça fait plus de 10 ans que je suis entré dans le poisson. Bon, j'ai travaillé dans les entreprises de la place au port et j'ai gravi les échelons, étape par étape. J'ai commencé d'abord dans une société où j'étais responsable de toutes les succursales et le réseau à l'intérieur du pays, dont je parcourais pratiquement 2000 km chaque mois pour siller toutes les villes dans lesquelles on avait des installations frigorifiques. Et par la suite, je me suis familiarisé avec les produits. Alors, normalement, la dernière question, c'est le défi Sawa qui demande de donner 10 prénoms. Mais moi, bizarrement, j'ai envie complètement de switcher. Pour la dernière question, il y a des personnes qui échouent dans beaucoup de domaines et qui avaient un certain standard de vie. C'est-à-dire, ils avaient peut-être une voiture, ils avaient une grande maison, etc. Et ils se sont retrouvés à une période de leur vie où ils ont tout perdu. Et pour faire bonne face par rapport aux gens, ils continuent d'avoir ce train de vie-là qui pourtant ne leur conviennent pas parce qu'ils ont certaines réalités aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je peux leur dire, c'est qu'il faut déjà qu'ils arrivent à comprendre pourquoi ils sont arrivés là, à cette situation-là. Si ce n'est pas quelque chose de très grave qu'on peut rectifier, bon, là, ils n'ont pas besoin forcément de changer leur train de vie. Il va falloir juste mettre un peu plus d'efforts et continuer à se battre pour essayer de se relever. Et ça ne sert à rien de stresser, ça ne sert à rien de s'inquiéter, parce que le bon Dieu peut changer les choses en une nuit. Vous dormez sur une situation, vous vous réveillez le lendemain, vous recevez un coup de fil, tout a changé. Mais il faut bien sûr, il ne faut pas rester assis, les bras croisés, et dire que oui, ça va descendre du ciel, ce n'est pas possible. Il faut se battre. Il faut mettre beaucoup de soi, beaucoup de foi, beaucoup de confiance et surtout, il faut que les gens aient confiance en vous.
Ok. Beaucoup de soi et beaucoup de foi. Oui, exactement. Merci beaucoup. J'ai les larmes aux yeux. Ça m'est jamais arrivé. Je suis très touchée par votre histoire. Merci. Et on vous souhaite bon vent dans votre activité et dans tout ce que vous ferez.